On sait qu'il y a une question qui reste entière concernant la participation des athlètes russes aux Jeux olympiques de Paris, les Jeux olympiques de Paris en 2024. Ça n'est toujours pas tranché. Sans attendre, Vladimir Poutine a lancé un chantier. Donc, il y a quelques jours, il a demandé à ses services, entre guillemets, ses équipes, comme on dit dans les entreprises françaises, de mettre sur pied des jeux parallèles, des jeux alternatifs qui s'adresseraient principalement aux pays du BRICS. Vous savez, les BRICS, c'est comment on dit, une unité, un ensemble de pays L'alliance. qui ont des intérêts communs et qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et regardez ce que disait, par exemple, le ministre des Sports, Monsieur Matitsine. Organiser les Jeux des BRICS en Russie en 2024, alors que la Russie présidera les BRICS, sera pertinent compte tenu de la perspective de l'expansion de la plateforme des BRICS en termes de nouveaux États membres. Autrement dit, on instrumentalise, on utilise le sport pour évidemment toujours faire de la politique. Qui a dit un jour que le sport n'était pas politique? Il l'est évidemment. On connaît l'importance du sport pour Vladimir Poutine. Pour lui, c'est un outil politique alors à part entière. Qu'est-ce qu'il essaye de faire là en 2024, en marge, quelques semaines après les JO de Paris? D'abord, Il veut avoir ses jeux? c'est un effet d'annonce politique. On verra ce qu'il en sera réellement, parce que c'est pas si simple, c'est pas si simple à monter. Ensuite, c'est un vieux réflexe soviétique, parce que les soviétiques adoraient organiser notamment des grands rassemblements de jeunesse internationaux. Il y en a eu plusieurs, à Berlin-Est en particulier. Donc on revient sur cette chose-là. Et puis, évidemment, l'idée, c'est aussi de, comment dire, complaire à un certain nombre de dictateurs africains qui seront sans doute heureux d'être accueillis. Faut se rappeler qu'à Sochi, pendant les Jeux de Parce Sochi, qu'ils ne le sont pas aux JO? parce qu'ils ont une autre partie à jouer Parce que je aujourd'hui. n'ai pas entendu parler de pays exclus. Non, ils sont pas. C'est pas des JO. Non, c'est pas du tout qu'ils sont. C'est pas du tout qu'ils sont exclus, mais ils sont prêts à manger à tous les râteliers, tout simplement. Faut pas oublier ça. Et puis, faut pas oublier non plus que c'est à Sochi, me souvient-il, que Poutine, presque personnellement, a recruté une Africaine qui est devenue une influenceuse majeure, qui a joué un rôle, qui a été absolument facile, qu'il a invité à Sochi et qui ensuite a joué un rôle considérable, parce qu'elle a énormément, des millions de followers, notamment dans l'Afrique française, où elle a fait passer le message que la Russie, c'était la défense des intérêts africains contre le néocolonialisme, etc. Donc il y a un vrai axe, comment dire, idéologique de ce point de vue-là. Quant à l'organisation, encore une fois, c'est une autre histoire. On verra, mais Poutine, évidemment, refuse absolument l'idée qu'il est isolé, qu'il est un paria. Au contraire, lui, il se pose en rempart de cet Occident honni. Et en faisant les Jeux, c'est une pierre supplémentaire pour monter cette alternative. C'est ça l'objectif politique, non? Verra. Oui, bien sûr, c'est une des tentatives. Après, on voit que ça ne montre pas qu'il y a des vrais alliés. C'est deux choses différentes, en fait, d'organiser un événement et parfois de forcer là-bas de venir. Parce que, par exemple, on a vu 7 leaders de l'espace post-soviétique au parade de Moscou. Et le 9 mai? Oui, le 9 mai, et ça avait l'air qu'ils étaient forcés de venir par les menaces, par les informations compromettantes. On ne sait pas, mais ça n'avait pas l'air du tout qu'ils étaient très contents. Et surtout leur société, parce que j'ai lu les réactions dans les centrales, comment ils voyaient le visite, par exemple, de Tokayev, le président du Kazakhstan. Ils n'étaient pas très contents parce que oui, mais enfin, Lula, il n'insulte pas Poutine, l'Afrique du Sud non plus. Il ne devient pas l'allié. La Chine, n'en parlons pas. Mais pour revenir en fait à ces histoires du sport, en fait, en Russie, on parle depuis presque 8 ans, depuis 2014, depuis le scandale avec de dopage qui a été révélé après les Jeux Olympiques, du fait qu'il faut organiser les Jeux alternatifs. Il y en a déjà 9 ans de débat. Et il y avait les événements qu'ils ont organisés, par exemple les enfants de l'Asie, ça s'appelle, le championnat des plus forts, des choses comme ça. Donc, il y avait des compétitions alternatives qui ont été organisées. Sauf que ça ne trompe pas les athlètes russes, qui sont un peu les victimes de cette situation. Parce que dans le sport, il y a une hiérarchie de compétition. Il y a le Coupe de la Russie, il y a le Coupe du Monde, il y a les Jeux Olympiques. Chaque athlète
comment le dire, consomme sa vie, dépense sa vie pour avoir quoi, une médaille olympique et pas une médaille de compétition Asie, enfant d'Asie ou quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une sorte d'exode des athlètes russes dans le sport mondial. Par exemple, il y a une nageuse russe, Anastasia Kirpichnikova, qui a joint une équipe française, ou Yelena Rybakina, qui est une joueuse de tennis très douée, qui a dû aller au Kazakhstan et abandonner la citoyenneté russe et reprendre la citoyenneté kazakhstanais. Donc ça montre en fait que Poutine fait ça un peu contre les athlètes russes. C'est la société russe qui est encore une fois une victime de ce que fait Poutine. Oui, c'est pas ça qui le décourage. Hein. Je suis assez d'accord avec Vera. Le problème d'interdire des joueurs, à des athlètes russes dans des fédérations olympiques internationales, c'est aussi de contrer la possibilité de dissidence. On l'a vu régulièrement avec, par exemple, le baiser lesbien en 2013 des joueuses russes quand elles ont célébré leur médaille d'or alors que l'homosexualité était condamnée. Il y a eu aussi des athlètes russes qui aussi ont condamné ce qui se passait en Ukraine. Et donc, en fait, en empêchant, en contrôlant les athlètes russes, ça permet aussi de museler une certaine partie de la population. Et en instaurant ces, justement, jeux parallèles, eh bien, Vladimir Poutine a la possibilité aussi de contrôler quels sont les athlètes qui vont dans ces jeux parallèles. Et il y a une phrase de George Orwell, moi, qui revient souvent pour la diplomatie du sport, c'est le sport, c'est la guerre, les fusils en moins. Et c'est exactement ça ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une volonté d'avoir un autre bloc qui s'impose face à ce G7. On l'a vu aussi notamment avec ce sommet de la Chine avec les pays d'Asie centrale, où au même moment, comme par hasard, on a deux entités qui s'affrontent aussi sur le plan de la diplomatie. Et le sport, c'est aussi ça. C'est symbolique, mais c'est aussi ça. C'est un outil parce que son rêve, c'est de désoccidentaliser quand même le monde. Et donc, il l'utilise pour essayer d'atteindre l'influence des démocraties libérales auxquelles il s'oppose. Donc, voilà, des jeux alternatifs que Poutine a lancés comme chantier. Quel est votre avis, vous, général, d'ailleurs, pour revenir sur la question qui n'est pas tranchée, sur la participation des athlètes russes aux Jeux Olympiques? Vous pensez que la France, qui organise les Jeux, devrait les interdire ou pas, ou les faire participer sous drapeau neutre, comme on l'a dit, avec des engagements pro-ukrainiens? Ce qui est le plus simple, c'est de faire participer sous drapeau neutre, de ne pas autoriser une participation sous drapeau national. Car pour reprendre la phrase à l'instant de Margot, qui est très intéressante, c'est effectivement la guerre organisée sans les armes, sans les fusils. Et donc, mais moi, sur les jeux que souhaite organiser le président Poutine, me semble-t-il, la Russie, c'est une grande puissance pauvre et qui cherche à organiser les choses de façon à simuler le fait qu'elle ne soit pas si pauvre et qu'elle reste très influente, ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas une grande puissance complète, une grande puissance pauvre. Eh bien là, ce qu'il faudra regarder, c'est les performances de ces jeux, les performances individuelles dans chacune des disciplines. Dès lors que la plupart... Ce qui est intéressant pour les grands athlètes, qui sont des personnalités extraordinaires, c'est évidemment de se mesurer avec ce qui se fait de mieux dans le monde. Et si évidemment les performances dans chacune des disciplines, dans beaucoup de disciplines, sont à des années-lumière de ce qui se fait au niveau mondial, cela donnera une bonne image de ce que peut organiser la Russie. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que ça peut tourner à l'humiliation en termes de résultats sportifs. Est-ce que ça... Comment dirais-je, ça va le toucher ou pas? Ça touchera énormément les athlètes. Les athlètes, alors voilà, les athlètes ne viendront pas. Ce sont d'abord des compétiteurs nés. Ils sont organisés pour gagner. Et ce qu'ils souhaitent, c'est gagner. Évidemment, gagner face à ce qu'il y a de mieux. Le fait qu'ils se mesurent avec des athlètes de seconde zone, de troisième zone, en seconde, en troisième, en quatrième division, ça n'a plus du tout le même sens. Vous disiez c'est une puissance pauvre, mais c'est une puissance pauvre qui a des alliés très riches, très puissants, quand même. Donc, c'est pour ça qu'elle cherche peut-être à organiser ces jeux, c'est de renforcer ses soutiens aussi, ses parapluies. Je pense qu'il y a une autre dimension dans la déclaration de Poutine, c'est une dimension de pression politique sur le CIO, puisque en ce moment, on est en train de discuter précisément de la participation des athlètes. Les Russes ont réussi quelques jolis coups dans les discussions
au sein des fédérations, puisqu'il y a des fédérations qui se sont prononcées pour la participation des athlètes russes, notamment, si je ne me trompe pas, la fédération d'escrime et judo. Voilà. Et donc le CIO est sous pression d'un côté des fédérations, de l'autre côté des gouvernements, et en particulier de la France. Et faire pression, dire on va organiser autre chose, c'est faire une pression sur le CIO en disant vous allez être affaibli, vous. Donc choisissez, soutenez-nous. Et le CIO est pas... Mais le CIO a laissé... tout à fait... n'est pas tout à fait au clair là-dessus. Hein. Mais le CIO a laissé pour l'instant justement la main aux fédérations internationales. Et au final, on a compris que ce serait la France qui, si elle voulait édicter une règle, devrait le faire, ce qui est quand même un peu embarrassant. Je ne sais pas quelle décision va prendre Emmanuel Macron. Ça, c'est une chose... Qu'est-ce que vous lui conseillez ? C'est une chose tout à fait compliquée. Moi, je trouverais très, très choquant que sous le drapeau russe, des Russes viennent dans la compétition. Envisageable. Sous le drapeau russe, c'est exclu. Non, mais sur le drapeau neutre, ça a déjà été fait en Tokyo 2021, Pékin 2008. Ils étaient sous bannière neutre à cause du dopage. C'était complètement autre chose, mais ils l'ont fait sous bannière neutre et c'était un moyen de ne pas les exclure. Mais le problème, véritablement... On va juste écouter le président du CIO pour nous rappeler très précisément quelle était, le 28 mars, sa recommandation. Thomas Bach. Les athlètes détenteurs d'un passeport russe ou bélarusse doivent concourir en tant qu'athlètes individuels neutres. Les équipes d'athlètes détenteurs d'un passeport russe ou bélarusse ne peuvent pas être prises en considération. Les athlètes qui soutiennent activement la guerre ne peuvent pas concourir. Dernière petite phrase. Sous barrière neutre, sous condition qu'il n'ait pas activement soutenu la guerre. Donc voilà, ça c'était la recommandation du CIO. Oui, mais comment savoir si vous soutenez activement la guerre ou pas? C'est assez difficile quand on vit en Russie. Oui, c'est un peu compliqué. On ne va pas condamner la guerre ouvertement, à moins qu'on habite à l'international ou qu'on habite à l'extérieur. On est forcément considéré comme dissident, ou traître même. Et ça, la notion de traître en Russie, elle est extrêmement importante. Mais ce qui est compliqué aussi, c'est que même quand les athlètes jouent sous barrière neutre, eh bien, Vladimir Poutine, quoi qu'il arrive, les utilise comme un moyen de propagande en les recevant au Kremlin. Et on les a vus sur les images des anciens Jeux Olympiques. Et donc, c'est une technique qui est héritée de la guerre froide, qui revient tout le temps, avec cette volonté de s'afficher avec les athlètes, quoi qu'il arrive. Donc, là, la question qui se pose, c'est de savoir comment savoir quel athlète, oui ou non, soutient ou ne soutient pas la guerre. Vous croyez qu'il les aura, ces jeux, ou pas? Et s'il les a, ça ressemblera à quoi? Ils peuvent les organiser. Après, effectivement, la qualité, la performance de niveau d'organisation, on peut aussi doter de ça parce que les annonces en an avant. C'est peu pour organiser un grand événement. D'habitude, les grands événements, ça se prépare pendant des années. Donc voilà, à mon avis, il fera tout pour les faire parce qu'effectivement, pour son image, pour cette idée qu'il n'est pas paria, qu'il n'est pas exclu, c'est important. Après, je me demande aussi quel moyen budgétaire il aura, compte tenu le déficit du budget fédéral russe, qui est grave déjà, compte tenu les problèmes économiques que rencontrent les Russes. Donc, je ne sais pas d'où il va prendre cet argent. Il ne pourra pas piquer l'argent dans le budget militaire, pour une raison évidente. Donc, soit le niveau sera bas, soit ils vont essayer de peut-être repousser, peut-être vers 2025. Mais ils vont essayer, vous avez raison, Elisabeth, ils vont essayer d'utiliser ce sujet, en tout cas, pour montrer qu'ils ne sont pas parias, qu'ils ne sont pas en isolation. Oui. C'est vrai. Je rappelle aussi que, par exemple, les grands clubs sont à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, sont des clubs qui sont les clubs de l'armée, les clubs du FSB, les clubs du MVD, etc. Il y a un lien direct d'un certain nombre d'athlètes avec les services de force, les siloviki, comme on dit. Un lien direct. Ouais. Mais si, encore une fois, il est quand même obsédé par la nécessité d'affaiblir l'Occident, c'est quand même ça son obsession, et de proposer une alternative. Et c'est ça qui se passe. C'est quand même ça qui se passe. On voit bien qu'il y a une constitution de bloc contre bloc. Et on découvre que l'Occident est puissant, mais il est contesté. Et Poutine essaye
par tous les Oui, mais coins pardonnez-moi, d'enfoncer Elisabeth, cette moi puissance. je conteste l'expression que vous avez employée, bloc contre bloc, parce qu'on n'est plus à l'époque de la guerre froide et on n'a pas des blocs constitués, on a des alliances, des partenariats à géométrie extrêmement variable. Regardez ce que fait la Turquie, qui a un pied d'un côté, un pied de l'autre, même les Chinois. Ne pensez pas que Lula, même s'il a un tropisme fortement anti-américain, pense qu'il peut se passer de l'Occident et de l'Europe. Absolument pas. Donc c'est pas du tout un bloc constitué. Le Sud global. Les Chinois non plus. Non, ça n'existe pas. C'est un fantasme. Simplement, ils sont pas en rang serré derrière nous. Voilà. Il y a des pays qui ne sont pas alignés, qui sont hésitants sur. Oui, tout à fait. Qui ne veulent pas choisir entre la Russie et l'Ukraine, il y en a quand même beaucoup. Mais croyez-moi, le jour et où... en fait, on ne doit pas avoir peur d'une certaine façon, vous nous dites. Mais ce que je veux dire, c'est que simplement, le jour où clairement la bascule se fera du pouvoir, vous verrez les mêmes pays revenir du côté où ils ont des intérêts à défendre. Vous êtes au moins d'accord avec moi pour dire que Poutine cherche à les entraîner. Bien sûr qu'il cherche à les entraîner, mais ça ne fait pas un bloc. Derrière lui, les BRICS. Ça ne fait pas un bloc. Mais comme on essaye de le faire à l'OTAN en invitant des pays tiers. On essaie aussi de se rapprocher d'eux d'une certaine manière. Il y a des pays qui se sont rapprochés. Et l'Inde qui est invitée du 14 juillet, il ne faut pas l'oublier. Donc nous aussi, on joue cette partie-là. Et après, ça ne suffit pas juste d'organiser n'importe quel jeu. Il y a des jeux alternatifs dans différents coins du monde. Ce qui compte, c'est créer quelque chose d'alternatif, vraiment, qui soit aussi prestigieux comme les compétitions internationales, comme les Jeux Olympiques. Et ça, malheureusement, je ne crois pas qu'ils ont des moyens pour le faire. Ils l'ont eu. Ils ont su organiser des jeux, effectivement. Aujourd'hui, ça n'est pas la même limonade.